Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre présence pour cette dernière conférence de l'année du cycle Notre-Dame en chantier 2023-2024 où j'ai le plaisir d'accueillir Claudie Voisenat et Sylvie Sagne pour une communication anthropologique sur Notre-Dame. Alors Claudie Voisenat est anthropologue, elle est ingénieure de recherche à la direction des patrimoines du ministère de la Culture et elle a été mise à disposition du CNRS depuis un certain temps et elle coordonne aujourd'hui, donc elle est au sein du laboratoire UMR Héritage, Culture, Patrimoine, Création et elle travaille en particulier sur les questions d'anthropologie du patrimoine et c'est à ce titre qu'elle coordonne le groupe de travail Émotion, Mobilisation du chantier scientifique Notre-Dame de Paris, CNRS, ministère de la Culture. Ce groupe de travail, il réunit des anthropologues, des spécialistes des sciences sociales en général, historiens de l'art, sociologues, qui analysent Notre-Dame de Paris à partir d'une analyse de terrain afin de rendre compte de la diversité des situations, des acteurs sociaux et des enjeux patrimoniaux. Elle est accompagnée de Sylvie Sagne qui co-anime avec elle ce groupe de travail, qui est également anthropologue, qui est chargé de recherche à l'UMR Héritage au CNRS, qui prend en charge notamment, qui travaille également sur ces questions d'anthropologie du patrimoine, sur la question des émotions patrimoniales, du patrimoine mondial et notamment sur les questions de médiation du patrimoine. Et elle coanime notamment un axe dans le sein du groupe de travail Émotion-Mobilisation qui s'appelle Médiation, Réception, Appropriation. Elle préside également un ethnopôle à Carcassonne, le Garaé, et a créé le groupement d'intérêt scientifique Patrimoine en partage. Donc cette communication de Claudie Voisenat et Sylvie Sagne, c'est une communication collective au sein d'un plus grand nombre de collègues de ce groupe de travail Émotion Mobilisation qui ne peuvent pas être aujourd'hui présents malheureusement parce qu'il y a à Notre-Dame de Paris une réunion sur la question des orgues dont il sera question dans la communication, donc un petit conflit de calendrier, mais bon, Claudie et Sylvie sont là pour nous faire part de leurs travaux dans une communication qui s'intitule « Entre matérialité et sacralité, regard anthropologique sur la restauration et la reconstruction de Notre-Dame », avec donc qui va essayer de nous montrer l'apport de cette approche anthropologique sur le patrimoine et sur un patrimoine particulier qui est Notre-Dame de Paris, pour cerner aussi la façon dont les différents acteurs à l'œuvre, de l'artisan au scientifique, sur le chantier, mêlent ces différentes questions entre parfois même sacralité religieuse et sacralité et questions patrimoniales. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre présence et aussi pour tous les échanges qu'on a pu avoir sur le chantier au cours de ces différentes années, des 5 précédentes années passées. Et donc je vous cède la parole pour l'heure qui vient pour cette présentation. Merci beaucoup Maxime et puis effectivement merci aussi pour cette maintenant longue collaboration et qu'on espère encore plus longue dans les années à venir puisque le chantier scientifique nous a donné le goût de travailler ensemble et entre des disciplines qui n'avaient pas l'habitude de se rencontrer. Et on espère bien avoir d'autres occasions, une fois le chantier terminé, de continuer cette aventure collective. Donc cette conférence a pour objectif de vous présenter quelques-uns des travaux du groupe de travail Émotion Mobilisation, pas tout. Volontairement, j'ai choisi de ne pas vous faire une vue cavalière de tout ce qu'on avait fait. D'abord parce que c'est un exercice que je fais souvent et que j'avais envie de changer un petit peu. Et puis, d'autre part, parce que je me suis dit que rentrer sur un thème précis... C'est exactement ça. Oui. Et que rentrer sur un thème précis n'était pas forcément un exercice ni inintéressant pour nous, ni inintéressant pour vous. Voilà. Donc, un mot du groupe de travail Émotion-Mobilisation. On est effectivement composé en grande partie d'anthropologues, pas uniquement, c'est ce que expliquait Maxime il y a un instant. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que alors que les autres groupes de travail sont plutôt tournés vers l'étude des matériaux, notre groupe de travail a pris en charge les dimensions plus immatérielles, et entre autres, et pour le dire vite, la façon dont les matérialités de Notre-Dame sont finalement tout imprégnées de sacralité.
Encore fallait-il comprendre, et c'est ce sur quoi nous travaillons, de quelle forme de sacralité il est ici question. Lorsque le ministère de la Culture, au lendemain de l'incendie, m'a demandé de constituer un groupe de chercheurs pour participer au chantier scientifique qu'il était en train de mettre en place avec le CNRS, c'était initialement pour travailler sur la question de l'émotion patrimoniale déclenchée par l'incendie et qui avait frappé tout le monde par son intensité. Sous la direction de Daniel Fabre, aujourd'hui disparu, mon laboratoire avait en effet lancé au début des années 2000 un programme de recherche sur ce thème, donnant lieu à une publication qui avait montré l'importance de cette dimension émotionnelle, y compris jusque dans les disputes de spécialistes marqués du sceau de la plus pure rationalité. Ce travail que nous avions mené avait contribué, entre autres programmes de recherche, à légitimer la présence des anthropologues au sein des sciences du patrimoine et des scientifiques travaillant sur le patrimoine. Dès le départ, cependant, il nous est apparu que pour des anthropologues, une fois son existence attestée et ses différentes manifestations individualisées, l'émotion n'était finalement qu'une porte d'entrée pour comprendre la place du patrimoine dans les sociétés contemporaines, et elle était moins importante pour elle-même que parce qu'il se situait en amont et en aval de cette émotion. En amont, il s'agissait de remonter à la source de l'émotion. Comment, avec quels matériaux, quel récit, quelle représentation se constitue et s'est constituée l'exceptionnalité de Notre-Dame, à la fois individuellement et collectivement. En d'autres termes, quels sont les ressorts personnels, mais aussi historiques et sociétaux, qui déterminent l'attachement à cet édifice particulier. C'est un sujet sur lequel Sylvie a plus particulièrement travaillé. En aval, il fallait se documenter et comprendre ce que l'émotion produisait, soit les multiples formes de mobilisation portées par cette émotion, y compris jusque dans les rangs des professionnels du patrimoine. Parmi le faisceau des recherches qui se sont mises en place, nous avons donc choisi aujourd'hui de vous présenter celles qui mettent en avant les liens entre les deux formes de sacralité qui coexistent à Notre-Dame de Paris, sacralité religieuse bien sûr, mais aussi sacralité patrimoniale, une coexistence qui n'est pas toujours dénuée de tensions, voire de conflits. Dès le départ, la dimension religieuse de l'émotion ne pouvait nous échapper. Il suffit de se rappeler les foules à genoux sur les quais le soir de l'incendie, priant et chantant pour la cathédrale. Frappante était aussi la réaction à chaud du clergé, affirmant le soir même de l'incendie que les seules pierres réellement importantes étaient les pierres vivantes de la communauté des croyants. Un clergé affirmant sa position d'affectataire, sa vocation cultuelle et se tenant comme à l'écart de la dimension patrimoniale du lieu. Frappant encore le recours à une rhétorique du miracle pour évoquer certaines œuvres hautement symboliques, ou qui le sont devenues, épargnées par l'incendie. Le coq de la Flèche, par exemple, éjecté dans sa chute et retrouvé le lendemain sur un bas-côté, cabossé mais entier et encore avec ses reliques. La Vierge du Pilier, intacte, et qui semblait surplomber les gravats de la charpente et de la voûte qui s'étaient écrasés à ses pieds, ce qui avait effectivement surpris tout le monde. La croix de Marc Couturier, datant de 1994, qui surplombe la Pietà de Nicolas Coustou, et qui, au lendemain de l'incendie, semblait se dresser lumineuse et intacte au-dessus des décombres, ce qui n'a pas manqué d'être largement commenté sur les réseaux sociaux. Frappante enfin, cette très signifiante définition du patrimoine, retrouvée au premier temps de l'enquête et au hasard des réseaux sociaux, que j'ai conservée et régulièrement citée comme une pépite, voilà qui répond à la question « Qu'est-ce que le patrimoine ?» Le patrimoine, c'est ce qu'on pleure quand ça disparaît, même quand c'est une cathédrale et qu'on est un gauchiste athée. Et de fait, la dimension religieuse, en apparence très discrète, voire même absente du chantier de restauration, n'a cessé de venir se rappeler à nous tout au long de nos terrains, prenant au fil du temps une importance grandissante. C'est donc ce sujet patrimoine et religion autour de Notre-Dame de Paris que nous avons choisi pour illustrer la façon dont les anthropologues du chantier scientifique ont travaillé. Pour cela, nous allons donc vous emmener sur nos terrains, pour prendre notre vocabulaire professionnel, c'est-à-dire au cœur même de nos enquêtes,
On va essayer dans un même mouvement de vous expliquer ce que nous avons observé, comment nous l'avons observé et ce que nous en tirons sur le plan de l'analyse. Devant la complexité du réel et l'impossibilité de tout embrasser, l'anthropologue choisit en effet des objets précis ou des situations qui sont pour lui autant de postes d'observation. Ce terrain, il va apprendre à le connaître en détail, il va le décortiquer jusqu'à en avoir une connaissance à la fois intime et globale, et dans les meilleurs des cas, porteuse d'une compréhension plus large, permettant d'éclairer ainsi le général par le particulier. Si nous ne sommes que deux aujourd'hui devant vous, nous allons cependant, en plus de nos travaux, vous rendre compte des recherches menées par 4 autres chercheurs qui donc ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Gaspard Salatko, qui est celui d'entre nous qui a le plus directement travaillé sur la dimension religieuse, en s'interrogeant sur ce que le clergé considère comme étant son patrimoine, sur les relations entre propriétaires et affectataires à propos des aménagements intérieurs, par exemple, et sur la façon dont l'Église se réapproprie progressivement le lieu et le resacralise après plus de 4 ans de chantier de restauration. Le deuxième chercheur est Véronique Dacier, qui travaille sur le bois et a suivi le parcours des arbres de la forêt jusqu'à la charpente, s'intéressant parmi d'autres acteurs aux familles de donateurs et glanant au passage quantité de données extrêmement intéressantes sur les bénédictions des chênes avant leur récolte, terme aujourd'hui employé de préférence à celui d'abattage, dont la connotation est devenue trop violente au regard des nouvelles sensibilités vis-à-vis de la nature. Le troisième est Jean-Christophe Montferrand, qui mène pour nous tous, par délégation, et par délégation d'une certaine façon, et puisque l'accès au chantier est extrêmement limité, une ethnographie visuelle, au jour le jour, et qui nous permet de nourrir nos analyses et de repérer les points cruciaux qu'il faut approfondir par des observations complémentaires ou des entretiens plus systématiques. Voilà. Et d'ailleurs, il est sur le chantier en ce moment même. Voilà. C'est pour ça qu'il ne peut pas être là parmi nous. Mais il nous a préparé un petit montage de son journal de terrain filmé. Et donc, je vous proposerai 7 minutes de vidéo pour vous mettre un peu dans le bain, si je puis dire, un petit peu plus tard. Et enfin, donc Marie Balthazar, qui s'intéresse aux orgues de Notre-Dame et aux différences de nature et de traitement entre le grand orgue à la vocation plutôt culturelle et l'orgue de chœur spécifiquement cultuel, puisque c'est lui qui accompagne les liturgies. Donc nous en parlerons tout à la fin. Nous avons choisi de présenter ces différents aspects de notre recherche dans un ordre plus ou moins chronologique, en partant de l'incendie et de l'enquête auto-administrée et menée via Internet pendant la période de confinement, Venir à Notre-Dame, expérience et perception, dont va vous parler Sylvie Sagne, jusqu'à la restauration des orgues, toujours en cours. Voilà, donc je te donne la parole, Sylvie. Est-ce que ça suffit? Alors, pour planter le décor de mon propos, je voudrais citer, pour commencer, Christophe Chaland dans un article intitulé « Notre-Dame de Paris, pourquoi je n'ai pas pleuré ?» paru dans Le Pèlerin le 17 avril 2019. Il nous dit « Les images sidérantes de Notre-Dame en feu m'ont attristé, mais sans entamer une seconde mon espérance. Je ne peux pas ne pas me rappeler le long parcours de purification de la foi que décrit la Bible. Non, Dieu ne réside pas dans des sanctuaires faits de main d'hommes. Il n'est pas installé. Il vient demeurer au milieu des hommes. Comme chaque église, Notre-Dame a été édifiée pour qu'il soit célébré l'Eucharistie, pour que s'y assemble le peuple de Dieu. Il n'est pas d'autre lieu de la présence divine que le corps du Christ mort et ressuscité. Toute sacralisation de lieux, de personnes, d'objets brouille ce message essentiel. Ce qui a brûlé le lundi saint, c'est une construction humaine, certes exceptionnelle, certes chargée d'une précieuse mémoire, mais une construction humaine. Soit des propos qui font écho à ceux prononcés le même jour par Monseigneur Aupetit lors de la messe chrismale à Saint-Sulpice. Je cite, « Mais nous savons surtout que notre Église, ce sont les pierres vivantes qui ont reçu l'onction, ce peuple de fidèles qui eux aussi savent qu'ils sont le vaisseau d'une présence. Saint Paul le rappelle quand il dit aux chrétiens, « C'est vous le temple de Dieu ». Pour autant, est-ce à dire que l'émotion qui a étreint tout un chacun au soir du 15 avril 2019, à la vue de la cathédrale en flammes, n'avait pour ressort que la valeur patrimoniale attribuée à l'édifice, embrasant les cœurs, abstraction faite de toute sacralité religieuse.
Pour esquisser une réponse à cette question, je vous propose de nous appuyer sur les résultats du questionnaire auto-administré « Venir à Notre-Dame, expérience et perception », un questionnaire soumis en ligne en 2020 par le groupe de travail Emobi. Avec ses 500 entrées, pour moitié ouvertes, ce questionnaire dérogeait aux habituelles enquêtes de public. Certes conditionné par les profils des 2100 et quelques répondants, c'est-à-dire le non public, les fidèles, les professionnels du patrimoine ayant œuvré ou œuvrant pour Notre-Dame, les Parisiens vivant à proximité de la cathédrale, les touristes, l'exercice n'en était pas moins conséquent, ce qui explique en bonne part les caractéristiques de l'échantillon de population obtenu, caractéristiques sans doute bien éloignées de celles du public qui était celui de Notre-Dame, lequel, soit dit en passant, n'a fait l'objet jusqu'alors d'aucune étude en bonne et due forme. Il convient donc de noter que les cadres, les diplômés, les retraités, les Français, et parmi eux les Parisiens, et les personnes fréquentant la cathédrale pour des motifs religieux, s'avèrent très représentés, pour ne pas dire surreprésentés. Les verbatims obtenus sont en conséquence attribuables à des usagers experts, qui se savent forts d'une expertise d'usage, détenteurs de connaissances et de compétences liées à une expérience cumulée, réfléchie, qui donc à ce titre se pense légitime pour se poser en partenaire d'une démarche de recherche. Les questions posées ont fourni un matériau pour le moins conséquent. De cette masse de données qui n'a pas fini d'être exploitée et qui, se faisant appel d'autres prolongements auprès d'usagers moins experts, je vous propose donc une plongée dans les verbatims en réponse aux questions ouvertes portant sur les réactions à l'incendie. Avec un taux de réponse de 82%, la question « Qu'avez-vous ressenti et quelle a été votre réaction ?» permet donc de documenter ce souvenir éprouvant. La gamme des ressentis est vaste. Incrédulité, incompréhension, déni, surprise, choc, stupéfaction, sidération, inquiétude, stress, panique, détresse, angoisse, désarroi, impuissance, désespoir, cauchemar, peur, effroi, horreur, indignation, dégoût, colère, tristesse, désolation, douleur, anéantissement. Et l'incendie lui-même est qualifié diversement désastre, catastrophe, cauchemar, horreur. Les réponses ne soulignent que rarement la dimension religieuse de l'édifice, y compris celle des fidèles, qui ne se distinguent des autres que par le recours à la métaphore de la maison. J'avais l'impression que ma maison était en feu, ou encore une église, encore plus une église qu'on aime, qu'on a fréquentée, où on a vécu des choses importantes pour un chrétien, c'est comme sa maison, ma maison brûlée. Elle se distingue aussi par l'allusion à certaines pièces du mobilier. J'ai pensé à une statue que j'aime beaucoup, celle de Jeanne d'Arc, et j'ai eu peur pour les reliques. Mais plus encore, c'est par la mention de certaines catégories de personnes que ces réponses se démarquent des autres. On y évoque les acteurs du drame au soir du 15 avril. On nous dit de la compassion pour le malheureux ouvrier responsable de l'embrasement, ou encore j'ai prié pour la protection des hommes qui combattaient le feu, ou encore j'ai aimé qu'il n'y ait pas eu de morts ou de blessés. Il est aussi fait référence au clergé de Notre-Dame, prière pour Monseigneur Aupetit et les prêtres, diacres de la cathédrale, ou encore de tout cœur avec les membres de Notre-Dame. Ou encore, je pensais à la tombe du cardinal Lustiger, j'ai prié pour qu'elle ne subisse pas de dommages. Et au-delà s'exprime énormément de peine pour les chrétiens du monde entier. Paradoxalement, c'est à d'autres catégories de répondants que revient la mise en exergue de la dimension religieuse du monument. Je cite, « Je connaissais le monument, mais n'avais pas de réel intérêt pour lui. Pour moi, ça faisait partie des meubles. Quand la flèche est tombée, je crois que j'avais plus peur pour l'avenir de la religion catholique que pour la cathédrale en elle-même. » Cela étant, il est moins question de religion dans l'ensemble des verbatims recueillis que de spiritualité, s'y exprime la crainte, je cite, « la crainte immédiate que l'un des plus beaux fleurons de l'humanité spirituelle disparaisse à jamais », ou le regret de voir disparaître, je cite encore, un témoignage de la spiritualité humaine. Ou de manière plus vague encore, il est question de vie. Je cite, « La cathédrale n'est pas un musée, mais un lieu de vie. Il s'y passe toujours quelque chose de l'ordre de la vie et de la grâce. » L'atteinte à la dimension patrimoniale transparaît quant à elle avec davantage d'évidence dans ces verbatims. Je cite, « Bouleversé de voir ainsi endommager un joyau de notre patrimoine historique. »
Ou encore, j'ai pleuré en voyant ce chef-d'œuvre se consumer. Ou encore, la crainte de perdre un monument exceptionnel, peur que nous perdions beaucoup de biens précieux contenus en ces lieux, voire que nous perdions tout. Reflétant leur statut d'usager expert, certains répondants se font plus précis en distinguant une partie ou une autre de la cathédrale, la nef, la charpente, les vitraux, l'orgue, les tours ou encore la flèche. Il est également question des compagnons et autres bâtisseurs, des réussites humaines de cette construction, du travail et du savoir-faire des hommes qui l'ont bâti, des savoir-faire perdus à jamais, de l'œuvre de tant de bras du XIIe, ce qui traduit une sensibilité avérée à la dimension immatérielle de la matérialité du monument. Au-delà de l'atteinte à la matérialité ou à l'immatérialité patrimoniale, la déploration se donne pour objet l'histoire dont la cathédrale a été le cadre. On nous dit c'est un pan de l'histoire de France qui s'écroulait avec elle, de sa construction au Sacre de Napoléon et au Te Deum du 26 août 1944. Ou encore, c'est tout le passé de la France qui disparaît, ce sont les cloches qui sonnent la libération de Paris qui se taisent. L'histoire de France a été piétinée, estiment les uns, tandis que d'autres soulignent la perte d'informations historiques, la perte d'une partie de notre histoire. Et certains verbatims plus doloristes, en évoquant la France attaquée en son cœur, au plus profond de son histoire, ou la destruction d'un symbole français, ces verbatims font écho à ceux qui parlent d'une immense tristesse de voir disparaître un des socles de ma culture et de mon identité. Outre l'histoire, avec ce qu'elle suppose d'événements saillants, comme ceux mis en exergue dans les réponses, c'est aussi quelque chose d'un temps long, comme capitalisé, d'une épaisseur, d'une sédimentation des âges, dont on regrette la volatilisation. On nous parle de la mémoire des hommes. On nous dit « j'ai pensé à tout ce que la cathédrale avait vécu ». 10 siècles, répond quelqu'un. Ou encore la perte inestimable de la forêt, cette charpente faite de troncs d'arbres quasi millénaires qui avait réussi à traverser les siècles sans encombre, partie enfumée à jamais. Ces considérations voisinent avec celles qui apparentent l'incendie à une apocalypse. Comme la fin d'un monde, écrivent certains. L'impression que c'était un monde qui partait en fumée. L'impression que plus rien ne serait comme avant. Un tantinet provocatrice, une répondante se plaît à prendre le contre-pied pour faire entendre une voix dissonante dans le concert des lamentations. Plutôt que d'interpréter l'incendie comme le signe d'un monde mort et effrayant, elle rappelle que la perte est aussi dans l'ordre des choses, autant, sinon plus, que notre dur désir de durer. Je la cite. « Je n'étais pas du tout éplorée, au contraire. J'ai ressenti une forme d'euphorie dans ce monde où tout est aseptisé, conservé pour la science, protégé à outrance. L'histoire est encore en marche et les vicissitudes du temps peuvent encore atteindre des monuments clés du patrimoine international. La perte est encore d'actualité et j'ai été d'une certaine manière soulagée de le constater. Aussi, voir les flammes immenses s'élever dans le ciel depuis le pont Royal était une expérience tellement unique et violente que je l'ai trouvée proche du sublime. Le contraste que forme ce verbatim a la vertu de pondérer ou de relativiser la normalité des sentiments par ailleurs exprimés, ainsi que l'évidence de leur ressort, le patrimoine, l'histoire, l'identité nationale ou un monde révolu. Du reste, d'autres se font jour, peut-être moins attendus, tel le souvenir d'un ascendant disparu, père, mère, grand-père ou grand-mère, sinon décédé ou du moins au soir de sa vie, souvenir inextricablement mêlé aux perceptions de la cathédrale. Quelqu'un répond « comme si on m'arrachait une seconde fois mon grand-père ». Ou encore « je me suis souvenu de ma grand-mère qui m'y a mené quand j'étais petit ». Ou encore « un vrai moment de deuil pour moi après la disparition de ma mère bien-aimée avec qui j'ai visité de multiples fois Notre-Dame ». Ou encore « j'ai pensé à mon vieux papa, vieux parisien placé en EHPAD dans l'Hérault, près de chez moi, et dont Notre-Dame était l'un des repères vitaux au temps où il n'était pas encore confiné par l'impotence. Il attachait ses clés depuis des décennies à un porte-clés à l'effigie de la cathédrale. Ceux qui, dans leur souvenir, ne lient pas la cathédrale à un proche de leur entourage ramènent néanmoins leur lien à Notre-Dame à ce type d'attachement indéfectible, élevant ainsi la cathédrale au rang d'être aimée.
La formulation emprunte souvent à la comparaison, comme si quelqu'un était décédé, comme si j'avais perdu quelqu'un, comme le décès d'un être cher, comme l'annonce de la mort d'un être aimé, comme regarder quelqu'un de la famille partir, comme si un être adoré disparaissait brutalement. Ou sans plus de détour, la formulation se fait affirmation. C'était le décès d'un être cher de ma famille. Il en est qui usent de formules encore moins euphémisantes. J'ai cru qu'on me tuait mon enfant. Ou encore, horreur absolue, j'avais l'impression de regarder ma propre mère brûler. On pourrait mettre ces verbatims sur le compte d'une propension à l'exagération, s'il ne faisait sens rapporter à ces au revoir que l'on vient dire à Notre-Dame à la veille d'un grand départ, à l'étranger ou pour l'au-delà, de la même manière qu'on rend une dernière visite à un parent ou un ami. Je suis allée dire adieu avant de m'expatrier en Autriche. Je suis allée lui dire adieu, avant de m'expatrier en Autriche pour 2 ans. Ou encore, j'étais sur le point de partir pour 1 an d'études à l'étranger et je savais que je ne la reverrais pas avant. Ou encore, c'était un voyage d'adieu à Paris, vu l'âge de ma mère et mon état de santé. Et puis cette dernière citation, c'était en compagnie de ma défunte mère adorée, qui aimait beaucoup Paris et Notre-Dame, que nous nous sommes rendus en voyage à Paris. Elle avait à l'époque 83 ans, elle voulait dire adieu à Paris. Pendant notre séjour d'1 semaine, nous avons revisité plusieurs fois la cathédrale. Le rapport singulier à la cathédrale que laissent entrevoir ces témoignages ne peuvent manquer de surprendre, à moins de les rapporter à ce que les répondants nous disent par ailleurs de leurs meilleurs souvenirs de Notre-Dame. Se dessine alors un attachement diversement fondé à la cathédrale, laquelle apparaît tout à la fois comme une étape de nos éducations non formelles, un cadre dans lequel d'aucun peut participer de l'histoire, avec un grand H, celle de l'Église ou celle de la nation, une œuvre générant délectation esthétique et émotions de nature diverses, un lien entre les générations, le ressort de l'enchantement de la relation entre conjoints, le ciment de liens électifs, un lieu de culte aussi, où s'approchent les mystères de la foi, ou d'une spiritualité plus ou moins bien définie, et enfin la source d'une inspiration, voire d'une vocation, et pas forcément religieuse. En tout cas, la source d'une illumination qui vous saisit jusqu'à vous révéler à vous-même. Et de fait, la cathédrale étant dans des proportions variables selon chacun, cela tout à la fois, on peut comprendre que les moments passés à Notre-Dame, tels que les dépeignent nos usagers experts, se donnent à voir comme des moments vécus intensément et entre soi, dans un face-à-face avec le monument à peine élargi, à la faveur duquel les autres visiteurs, pourtant excessivement nombreux, s'estompent. Et on peut comprendre aussi que l'on use, pour parler de son rapport à la cathédrale, des termes relevés précédemment, un être cher, un être aimé, un être adoré, quelqu'un de la famille, termes qui sont ceux dont nous usons pour dire ce qui nous lie à nos proches. Or, sociologues et anthropologues ont bien mis en exergue ce qui fonde aujourd'hui les liens de parenté au-delà des liens du sang, à savoir des relations qui font la part belle aux affinités et donc à l'élection, des relations qui participent de la révélation de soi, de la reconnaissance et de la valorisation de l'identité personnelle, au regard desquelles le parent joue le rôle de Pygmalion, d'accoucheur des identités latentes. Et c'est finalement quelque chose de cet ordre qui se joue avec Notre-Dame. Cela étant, la personnification de Notre-Dame peut également frayer avec l'identification du répondant lui-même à la cathédrale, ainsi que le suggèrent ses autres réactions à l'incendie. Comme si toute ma vie était en jeu. J'étais personnellement agressée. J'ai cru qu'on m'arrachait une partie de moi. Ou encore, c'était comme si on m'arrachait une partie de moi-même. Ou encore, sentiment d'avoir été atteint moi-même dans ma chair. Et puis j'ai aussi relevé quelqu'un qui dit presque une souffrance physique. Ce resserrement sur soi, résultat d'un vécu fusionnel avec le monument, ne peut manquer d'évoquer le mouvement de bascule souligné par Daniel Fabre du patrimoine c'est nous au patrimoine c'est à nous au patrimoine c'est nous. Autrement dit, le passage d'un rapport au patrimoine en termes d'appropriation à un rapport en termes d'incarnation, l'un propre à l'âge du monument, l'autre à l'âge du patrimoine.
Cela se vérifie avec plus d'évidence encore pour le patrimoine immatériel, qui n'est que performance et expérience. Mais les façons de dire Notre-Dame montrent qu'en fin de compte, le monument est tout autant concerné par cette manière de se penser en symbiose avec le patrimoine. Mais les verbatims ne font pas seulement signe du glissement de l'avoir vers l'être patrimoine, ils nous donnent aussi à voir un glissement de Notre-Dame vers Madame, du nous vers le moi, à la faveur duquel le patrimoine apparaît comme le support d'une identification à la carte, à hauteur d'ego, ce qui, à considérer la notion de bien commun au fondement de ce qui fait patrimoine, peut à tout le moins laisser perplexe. Si à l'âge du monument, le patrimoine a été institué un symbole des identités nationales, à l'âge du patrimoine, les biens culturels distingués se prêtent à bien d'autres identifications, s'y adossent des identités taillées à tout un tas d'échelles, des plus étendues comme celle de l'humanité avec les listes du patrimoine mondial de l'UNESCO, aux plus réduites, celles des communautés, mais aussi, comme on le voit à Notre-Dame, à l'échelle de tout un chacun. Partis à la recherche des sacralités religieuses et patrimoniales à Notre-Dame, les chercheurs des Moby, en dépouillant le questionnaire, ont en fin de compte trouvé sur leur chemin un autre type de sacralité, et sinon une autre sacralité, quelque chose du sacre de l'individu, érigé en valeur cardinale de nos sociétés modernes. Et cette interférence ne rend que plus stimulante le dessein de saisir et de comprendre les rapprochements, frôlements, frottements, recouvrements, croisements ou collisions qui se font jour entre toutes les sacralités qui s'attachent à Notre-Dame de Paris. Et je te repasse la parole. Voilà, hop, on reprend notre duo. Alors, merci beaucoup, et il va y avoir plein de résonances avec les choses qui vont venir un petit peu plus loin. Donc je voudrais maintenant aborder un second épisode de nos recherches, celui d'un programme qu'on avait intitulé Débris, vestiges et reliques, lancé en 2020 avec le soutien de la Fondation des sciences du patrimoine et sur lequel notre collègue Gaspard Salatko a été plus particulièrement impliqué. En fait, tout commence par un fait divers. Dans la soirée du 21 mars 2020, 2 hommes sont arrêtés sur le site de Notre-Dame, qui est à ce moment-là fermé pour cause de Covid, et ils sont arrêtés au moment où ils entreprennent d'y dérober des pierres. Les articles consacrés à l'événement sont l'occasion de découvrir que les chapardages sont depuis le début une des plaies du chantier et que dans les jours qui ont suivi l'incendie, de faux morceaux de charpente brûlés auraient été mis en vente sur Internet, de même que des centaines de lettres auraient été adressées au diocèse par des personnes souhaitant se procurer des morceaux de la charpente calcinée. Le porte-parole de la cathédrale va même jusqu'à parler d'une forme de marché noir, dans un article du Parisien du 21 mars 2020. Le clergé était pourtant depuis longtemps habitué aux requêtes des mécènes américains, plutôt amateurs de pierres, et qui ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas recevoir, en contrepartie de leurs dons, un de ces fragments détachés de la façade, conservés dans un dépôt lapidaire inexploité, qu'on leur montrait pour preuve de l'état de dégradation de l'édifice et de la nécessité de le restaurer et donc de faire un don. Il n'y avait donc rien de vraiment nouveau dans ces désirs d'appropriation de la matérialité de Notre-Dame, si ce n'est l'afflux des demandes et leur focalisation sur les débris de la charpente, où semblait désormais se concentrer toute la valeur historique de l'édifice. Même si, à défaut d'un vestige ancien, certains se seraient volontiers contentés, comme il l'a été demandé lors d'un des séminaires que nous avions organisés, de récupérer un morceau de l'échafaudage calciné qu'il avait fallu patiemment démonter. Parmi les auteurs de ces demandes polymorphes, les artistes n'étaient pas en reste, désireux d'intégrer un morceau de cathédrale à leur œuvre. C'est un désir aux racines lointaines qui s'exprimait ainsi, celui de matérialiser la mémoire, de l'inscrire dans des objets, d'en prévenir la fuite. Un désir à l'origine aussi bien des plus modestes objets souvenirs que des collections, ces sortes de doubles du corps du collectionneur, matérialisation de l'œuvre d'une vie. 2 univers d'objets, certes, mais 2 manifestations d'un même besoin de totalisation de soi et du monde. Les décombres et les vestiges de Notre-Dame se sont trouvés investis d'un désir d'autant plus complexe qu'à l'objet souvenir
de la double exceptionnalité du lieu et du moment venait se superposer un autre registre, celui des objets de pèlerinage, des objets souvenirs là encore, mais destinés à devenir des intercesseurs de la foi, des sortes de reliques à titre personnel. À tous, le ministère de la Culture devait opposer un refus systématique, expliquant que Notre-Dame, monument historique, était un bien du domaine public et, comme toutes les choses, je cite, qui n'appartiennent à personne mais dont l'usage est commun à tous, elle est inaliénable. Ne pouvant être vendue ni cédée, cette mesure de protection la mettant radicalement hors des circuits marchands, y compris jusque dans ses plus humbles vestiges. Quant à l'échafaudage, puisque nous avions posé la question, quoique considéré comme déchet au plan juridique, donc potentiellement appropriable, il était lourdement plombé et devait, de ce fait, être détruit. D'où la déception de nos interlocuteurs. Parallèlement, à Notre-Dame, dès le 12 mai 2019, un protocole apparenté à ceux des chantiers de fouilles, dit protocole d'évacuation des débris tombés dans le transept et la nef de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, est mis en place par le laboratoire de recherche des monuments historiques, LRMH, et le service d'archéologie de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, le SRA. Tout, pierres, métaux, bois calcinés, mortier, devient vestige et est trié et inventorié par godets et palettes, de manière à tracer leur spatialisation dans la géographie des décombres, pour être finalement stockés dans des barnums sur le parvis, dans l'attente d'une analyse par les scientifiques et d'un usage futur qui reste encore à déterminer. Pour les professionnels du patrimoine, il était tout simplement impensable que les décombres de Notre-Dame soient considérés comme des gravats ordinaires et simplement jetés à la benne. Dans un tel contexte, et au moment où nous commencions l'enquête, il semblait légitime de supposer que le clergé, pour donner sens au drame de Notre-Dame, serait attentif et jouerait d'eux cette forme populaire de la théologie des reliques. Or, le clergé s'est bien gardé d'attribuer un statut particulier aux débris de la cathédrale. Bien au contraire, la proposition des institutions patrimoniales de récupérer des poutres de la charpente effondrée pour une réutilisation commémorative à l'intérieur de l'édifice, sous forme d'une croix ou de mobilier liturgique, fut accueillie avec une réserve certaine. De même, l'offre d'un étudiant en art appliqué de fabriquer un reliquaire pour abriter une sélection de débris calcinés fut déclinée avec fermeté. Car du point de vue de la théologie catholique, la cathédrale Notre-Dame de Paris, de même que toute église, incarne une certaine logique de la commémoration. Les liturgies et les objets qui y sont ordonnés sont orientés vers la mémoire de la vie passée du Christ, sa naissance, son baptême, sa passion, sa résurrection, et pour les affectataires, la mémoire de l'incendie dans la matérialité de l'édifice, inscrire la mémoire de l'incendie dans la matérialité de l'édifice ou de son mobilier, c'était risquer d'y installer des sortes de dissonances mémorielles. De fait, le clergé s'est d'emblée démarqué de la déploration patrimoniale, Sylvie le rappelait aussi tout à l'heure, en affirmant son détachement vis-à-vis de la matérialité de la cathédrale et sa vocation à ne se soucier que de ces pierres vivantes, les chrétiens, pour lesquels la vie liturgique de Notre-Dame devait perdurer au-delà des murs. Par ailleurs, le sens même de l'incendie et du récit mémoriel qu'il pouvait susciter restait ambigu. Dans une catastrophe sans victime, de quoi fallait-il se souvenir ? Question d'autant plus difficile que les premières interprétations des catholiques ont d'emblée renoué avec la symbolique ancienne du feu purificateur venu nettoyer une église en proie au scandale. Pour les experts de la théologie et de la liturgie catholique, les choses étaient claires. Les débris de l'incendie n'avaient pas leur place dans la cathédrale. Ils se distinguent en cela des reliques qui, elles, font partie intégrante de la vie liturgique de l'édifice. En somme, nous découvrions avec intérêt que les reliques des uns n'étaient pas les reliques des autres. L'enquête a ainsi révélé que la cathédrale, en tant qu'institution religieuse, possédait son propre patrimoine, bien différent de celui qui était mis en valeur par le ministère de la Culture. Et il ne s'agit pas que des reliques saintes. Le clergé conserve aussi précieusement une collection de chasubles portés par des religieux illustres venus célébrer une messe, ou encore un livre d'or où figurent des signatures de visiteurs prestigieux, parmi lesquels celle du pape Jean-Paul II, canonisé en avril 2014, et qui transforme ce livre d'or en une véritable relique. Parmi la multitude d'informations recueillies par les
sur les usages réels, supposés, désirés des décombres de Notre-Dame, l'un d'eux a plus particulièrement retenu notre attention parce que la dimension de sacralité y était plus directement affirmée et que la porosité entre le domaine patrimonial et le domaine religieux y était plus tangible. Là encore, je commencerai par une anecdote. En juillet 2023, quelques semaines avant sa mort, je rencontrai le général Georges Lin, président de l'établissement public chargé de la restauration de la cathédrale, dans son bureau de l'Élysée. Un bureau installé dans l'ancienne chapelle, un lieu particulièrement signifiant pour lui qui était profondément catholique, au point que le journal La Croix le présentait en avril 2019 comme oblat d'une abbaye bénédictine et membre de l'Académie catholique de France. Si la seconde affirmation est vraie, la première serait sujette à caution. Il faudra éclaircir ce point-là. Profitant de l'occasion pour éclairer quelques dossiers en cours, je lui confiais notre intérêt pour la croix qui avait été taillée dans du bois de charpente brûlée de Notre-Dame et qui avait été déposée par Emmanuel Macron sur le cercueil d'Hubert Germain lors de ses obsèques le 11 novembre 2021 dans la crypte du mémorial de la France combattante au Mont-Valérien, selon le vœu de celui qui avait été le dernier compagnon de la Libération. Avec un sourire et une certaine fierté, il m'expliqua avoir été l'artisan de cette opération commando, ce sont ses propres termes, qui avait permis de récupérer le bois en question et de fabriquer la croix. Il était donc visiblement assez content d'être parvenu à court-circuiter les voies administratives normales pour une telle démarche, une désinvolture qui avait d'ailleurs quelque peu irrité les professionnels du patrimoine en charge du tri des vestiges et qui l'irrite toujours, d'après les dernières conversations que j'ai pu avoir. Et il me montra une petite croix toute simple d'une quinzaine de centimètres de haut qu'il avait, me dit-il, en permanence sur son bureau et qui avait été taillée dans le même bois. Au plus haut niveau des responsabilités, cette question des reliques de l'incendie de Notre-Dame avait donc du sens, et s'agissant d'une croix, l'ambiguïté entre reliques historiques, comme celle du mur de Berlin ou des vestiges de la Bastille, et reliques saintes, y était encore plus grande. Je ne sais si cette petite croix en bois ancien de Notre-Dame l'a accompagnée dans sa dernière demeure. Je pense qu'il l'aurait souhaité, mais ce qui est certain, c'est que lors de ses funérailles à Saint-Louis des Invalides, les charpentiers sont venus déposer près de son cercueil 2 petits montages réalisés dans le bois de la nouvelle charpente qu'ils étaient encore en train de construire. Et je suis sûre aussi que ces 2 objets l'ont accompagné dans sa tombe. Cet épisode, qui consacre une forme de symétrie entre l'ancienne et la nouvelle charpente, qui révèle la construction d'une forme d'authenticité par glissement, où l'identité de la matière, le bois de chêne, joue un rôle prépondérant, nous amène à parler d'un autre terrain mis en place en 2022, au moment où nous avons commencé à saisir ce qui se passait autour des arbres destinés à la charpente. C'est en effet le traitement particulier des chênes dits de Notre-Dame qui a d'emblée retenu notre attention et qui a constitué le terrain d'observation et d'analyse de Véronique Dacier. De leur collecte à leur transformation, puis leur installation dans l'édifice, c'est toute la chaîne opératoire qui a été suivie pour comprendre comment ces matériaux vivants et qui occupent dans l'imaginaire une place particulière ont été haussés jusqu'à l'exceptionnalité et la sacralité de Notre-Dame pour être en quelque sorte métabolisés par le monument. Avant même d'être transformés, les arbres, volontairement collectés sur l'ensemble du territoire national, ce qui a constitué d'ailleurs un défi logistique important, issus pour moitié du secteur public et pour moitié de dons privés, avec là encore un sens du symbole judicieusement exploité, ces arbres donc ont bénéficié d'une sorte de sacralité par destination, c'est d'ailleurs le nom du programme de recherche, qui les faisait participer par anticipation à la grandeur de l'édifice. Dès mars 2021, les médias régionaux, tout comme nos enquêtes, témoignent de la fierté des communes ou des propriétaires qui voient leur chêne aller à Notre-Dame. Chacun trouve un moyen pour en souligner l'exceptionnalité. Des communes envisagent même de mettre une plaque sur la souche indiquant la destination de celui qui se tenait là. À cette origine plurielle, qui cherche à incarner une forme d'unité nationale, se superpose un souci d'individualité. Chaque chêne, explique-t-on alors, sera tracé de la forêt à la charpente, et chacun, au moins l'imagine-t-on, pourra connaître la place de son arbre. L'article ici présenté précise même le numéro des chênes,
comme ceux des œuvres numérotées sur le marché de l'art. Ici, ce sont les numéros 859 et 860. Véronique Dacier, qui a enquêté auprès des familles de petits donateurs, ceux qui ont donné un ou quelques arbres, a montré qu'à l'inverse des donations massives par les entreprises où la qualité n'était pas toujours au rendez-vous, les donations par les familles, souvent catholiques ou protestantes, témoignent d'un soin tout particulier dans le choix des arbres et surtout d'une profonde identification entre l'arbre et la famille. Hérité des ancêtres qui l'ont planté il y a plusieurs générations, il témoigne d'une continuité familiale que le don à Notre-Dame prolonge et projette vers l'avenir. Occasion de parler de l'arrière-grand-père et d'évoquer les petits-enfants, le bois est ce qui va survivre, survivre à l'arbre, mais surtout aux hommes et aux siècles. Cet imaginaire familial que viennent nourrir les symboliques de l'arbre généalogique ou de l'arbre de naissance fait de celui-ci une incarnation pérenne de l'individu, en même temps qu'il l'inscrit dans un ensemble organique plus vaste, de la souche au rameau, dans lequel sa position ne cesse d'évoluer. Cette vision se nourrit aussi d'une forme de spiritualité des origines, dans laquelle la figure de l'ancêtre créateur de la lignée n'est peut-être pas sans équivalence avec celle du Dieu Père, créateur du ciel, de la terre et des hommes, au fondement du patriarcat chrétien et de bon nombre d'autres religions également, révélées ou non. Dans ce contexte de représentation, somme toute traditionnelle de la famille, il n'est pas rare que les chaînes de Notre-Dame soient bénies avant d'être collectées. Une bénédiction qui englobe aussi la famille donatrice tout entière. Il est aussi fréquent que les débris issus de la coupe soient distribués au sein des familles et précieusement conservés ou offerts à l'église locale. L'enquête a même révélé le cas d'un propriétaire décédé quelques mois après l'abattage, ayant demandé à sa famille que l'on place dans son cercueil des morceaux de l'arbre donné à Notre-Dame, faisant ainsi pendant aux funérailles d'Hubert Germain et du général Georgelin. Si l'on ajoute à cela le récit de ce charpentier du Maine-et-Loire, qui avait demandé à son entreprise que son père, en fin de vie, ait l'autorisation de venir voir et toucher la charpente, alors montée à blanc, on comprend définitivement que la charge de sacré qui s'attache à de simples grumes de bois est loin d'être anodine et qu'elle est constitutive d'une sorte de passage de relais, de transfert d'authenticité entre l'ancienne et la nouvelle charpente. Les chaînes de Notre-Dame et leur traitement, tout autant matériel que symbolique, ont ainsi contribué à entretenir l'idée que le patrimoine est par essence pérenne. On n'a pas remplacé la charpente de Notre-Dame, on l'a restituée, rendue à son public et ses fidèles. Restituer, c'est rendre ce qui a été pris, ce qui a été perdu, en retrouver la teneur originelle. Rendre et non remplacer, puisque le propre du patrimoine, c'est précisément d'être irremplaçable. Dans cette opération particulière, les dimensions religieuses et patrimoniales, dont la coexistence se révèle parfois complexe, ont ici joué deux partitions complémentaires. J'évoquerai ici rapidement les diverses bénédictions qui ont émaillé la construction de la charpente. Car la bénédiction de l'arbre avant la collecte n'est que le premier acte de cette affirmation de la sacralité des nouveaux bois de Notre-Dame. En décembre 2022, ce sont les grumes qui sont bénies par Monseigneur Ribado-Dumas, le recteur de la cathédrale, à la demande des ateliers Perrault chargés de la charpente de la nef et du chœur. Sont bénis dans le même temps les outils, ces fameuses dauloirs permettant l'équarrissage manuel que les charpentiers sont venus présenter au recteur. Mais ce sont aussi dans cet atelier où trône Saint Joseph, le père charpentier de Jésus, l'entreprise elle-même, tous les ouvriers et leurs familles qui sont englobés dans la cérémonie à laquelle assistent certains membres de la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire de l'établissement public, et même de la maîtrise d'œuvre, en particulier l'architecte en charge de la charpente. En septembre 2023, toujours aux ateliers Perrault, et à l'occasion des journées portes ouvertes célébrant les 260 ans de l'entreprise, c'est la charpente montée à blanc qui est bénie. À cette occasion, une messe est organisée dessous, à laquelle participent non seulement le recteur de Notre-Dame, mais le ban et l'arrière-ban du clergé local, et au premier chef, l'évêque d'Angers qui assurera la bénédiction. À proximité de l'atelier, une benne est remplie des clapes de Notre-Dame, des débris de l'équarrissage dans lequel le public est invité à aller se servir. À la fin de la messe, certains vont aller les faire bénir par l'évêque, d'autres iront les faire signer par les compagnons charpentiers qui y apposeront leur marque. Tous iront se faire photographier au pied de la charpente. Ici,
l'exceptionnalité religieuse et l'exceptionnalité technique concourent à faire de ces débris de bois des objets d'exception, des morceaux de Notre-Dame, des reliques pour soi. Finalement, le pendant exact des décombres de l'incendie, objet du même désir. Ces bénédictions, il faut le préciser, se sont faites à la demande des familles ou des entreprises. Si les ateliers Perrault ont souhaité les organiser, cela n'a pas du tout été le cas à Briey, en Lorraine, dans les locaux de l'entreprise Le Bras Frères, où opérait le groupement chargé de la charpente de la Flèche. En d'autres termes, ces bénédictions n'ont pas fait partie des bénédictions officielles par lesquelles l'Église, privée par l'incendie de son lieu de culte, entend se le réapproprier et lui redonner une dimension religieuse que 4 années de restauration patrimoniale avaient mis entre parenthèses. Pour autant, jusqu'à présent, même les cérémonies les plus officielles ont été marquées par cette forme de complémentarité entre les deux formes de transcendance, religieuse et patrimoniale. J'en prendrai pour exemple un autre dossier, celui sur lequel travaille Jean-Christophe Montferrand et que j'ai entrepris de documenter avec lui. C'est celui du coq de la Flèche. Pour cet exemple précis, et puisque l'ethnographie de Jean-Christophe Montferrand se fait en images, je vais d'abord vous proposer un extrait qu'il a monté pour l'occasion de son journal de terrain, donc une plongée, je vous le disais, de 7 minutes dans la cérémonie de bénédiction du coq, le 16 décembre dernier, que nous décrypterons rapidement dans un second temps. Alors, tout à l'heure, quand on avait fait les essais, on avait des petits problèmes de son qui n'étaient pas excellents, donc on va déjà éloigner les micros parce qu'on se demandait s'il n'y avait pas des effets d'interférence, et on va croiser les doigts en espérant que ça fonctionne. Alors... Ça va être roulé, ça sera mis dans le tube avec donc les 3 reliquaires custodes. La couronne d'épines en fait qui est conservée à Notre-Dame depuis le début du 19e siècle n'est plus en fait que le jonc tressé qui supportait les épines, mais qui ont été distribués par les empereurs de Constantinople, enfin Byzance, et les rois de France. Voilà. Donc aujourd'hui, on dénombre à peu près autour de 70 épines qui proviennent de cette couronne. Si ce n'est qu'à Notre-Dame, il ne reste que le jonc tressé, que le tore qui n'a plus d'épines. J'oserais dire que les chanoines n'ont pas lésiné. Ils ont pris une parcelle importante pour mettre au sommet de la flèche dans le coq en 1859. Ça, c'est du tube de... Il faut y avoir des reliques. Prends un air sérieux quand même. Tu es toujours sérieux. Merci. Michel, regarde-moi. Michel, ici. Allez, tout le monde, tous les 3. Ah, Ludovica. C'est du chance. Mais il est important que ce coq-là signifie qu'il y a eu quelque chose le 15 avril, que la cathédrale s'est redressée de ses cendres et qu'en même temps, si on veut, on peut aussi voir les flammes du Saint-Esprit, parce que c'est aussi, et vous allez le voir tout à l'heure, on va quand même y replacer les reliques, donc de Saint-Denis, de Sainte-Geneviève et également de la couronne d'épines. Donc si vous voulez, c'est quand même un objet éminemment religieux et symbolique. Je suis très heureux de vous accueillir, Monseigneur, en ce moment important et attendu de notre chantier, où vous allez dans un instant bénir le coq de la Flèche de la cathédrale, avant que nous procédions à son levage et à son installation à 96 mètres de hauteur, dans ce ciel de Paris ensoleillé. Nous placerons tout à l'heure dans le coq un parchemin contenant les noms de tous ceux, toutes celles et ceux, comme on dit aujourd'hui, qui ont apporté leur contribution directe ou indirecte à la construction de la Flèche, établissements publics maîtres d'ouvrage, architectes maîtres d'œuvre, entreprises, les 250 entreprises, artisans d'art, prestataires qui contribuent à la restauration de la cathédrale, et bien sûr les mécènes, les donateurs, les fondations et partenaires du chantier. Ce que nous faisons maintenant, c'est de couvrir cette maison qui est devant nous, notre cathédrale, comme on met un rameau au-dessus d'une toiture quand une maison est terminée. On met ici ce moment, on vit ce moment comme
la promesse de pouvoir entrer bientôt dans la maison. Et le Christ veille sur cette cathédrale et veille sur l'ensemble des Parisiens qui sont ici, puisque cette cathédrale n'est pas seulement faite pour les catholiques, mais pour l'ensemble des Parisiens. Et ces reliques sont le signe même de la force des chrétiens qui ont suivi le Christ et qui aujourd'hui encore continuent à suivre. Non. Ah, tu nous aides. Le grand architecte. J'ai mal au rotule, maintenant c'est malin. Tiens, lève-le un peu. Tiens-le. Tiens-le, hein. Ouais. Tiens. C'est bon, on peut. Ensemble. Tu prends ma veste? Oui. On lâche rien, c'est par ici. C'est un beau moment. C'est clair. C'était vraiment comme ça. C'est tout autour. Hein. Au revoir Jean, à très bientôt. Tu me diras ce que Si c'est pas fini encore. Attends, je sais pas. Si c'est fini. Ah. Super. Voilà. Alors reprenons, si vous le voulez bien, le dossier du coq. Depuis le IXe siècle au moins, les coqs servent de girouettes au sommet des clochers des églises et des flèches des cathédrales, bien au-delà de la France. Très apprécié des Romains, considéré comme un oiseau solaire, rythmant l'alternance des jours et des nuits, le coq est d'abord l'attribut de nombre de divinités, Apollon, Minerve, Mars et surtout Mercure. Et il symbolise la victoire, la vigilance et la fécondité. Cette vision positive du coq se retrouvera chez les chrétiens, qui en ont également fait un symbole de vigilance, non seulement parce qu'il guette l'arrivée du jour, mais aussi parce qu'il veille sur sa basse-cour comme le prêtre sur ses ouailles,
Il symbolise aussi la victoire de la lumière sur les ténèbres, la résurrection du Christ, et dans le même temps, il est celui qui désigne à la conscience la faiblesse des hommes. C'est en effet au chant du coq que Pierre, qui vient de nier par 3 fois reconnaître Jésus, que l'on vient d'arrêter, prendra conscience de sa trahison. Par ailleurs, contenant dans certains cas des reliques de saints, comme c'était le cas à Notre-Dame de Paris, le coq veille sur la ville ou la paroisse qu'il domine. À ce coq chrétien vient se superposer à partir de la fin du XIVe la figure du coq gaulois, dont l'histoire est extrêmement complexe. Alors là, je vous renvoie à l'article de Michel Pastoureau dans les lieux de mémoire, sur le coq gaulois. Je vais vraiment brosser à très grands traits cette histoire. En fait, tout part d'un jeu de mots qu'affectionnaient les Romains entre Gallus avec un grand G, qui désigne les Gaulois, et Gallus avec un petit g, qui désigne le coq. Ainsi, nous explique Michel Pastoureau, Jules César qualifie-t-il à plusieurs reprises la fougue des Gaulois de tumultus gallicus, une expression que son contemporain Varron réserve au coq au milieu de ses poules. Pour autant, les Romains ne font pas du coq l'emblème de la Gaule, puisque ce rôle est plutôt tenu par le sanglier qui y pullule. Le coq, lui, faisant plutôt partie du panthéon romain et de ses attributs, ce qui fait dire à Michel Pastoureau que finalement, ce n'est pas un coq gaulois, mais un coq romain dont il est ici question. Il faut attendre le XIIe siècle pour que l'association Gallus avec un grand G, Gallus avec un petit g, cesse d'être un simple jeu de mots et se charge d'un contenu politique. Ce sont en effet des ennemis de la France qui, dans une littérature pamphlétaire émanant essentiellement d'Angleterre et d'Allemagne, puis un peu plus tard d'Italie, d'Espagne et des Flandres, vont utiliser cette association pour ridiculiser le roi de France. Le coq qui est vaniteux, sot, belliqueux, fanfaron. On le trompe aisément comme les fabliaux qui opposent le coq Chanteclair à Renard. Il se fait plumer par l'aigle, dévoré par le lion, emblème autrement valorisant des ennemis des Français. Pourtant, dès la fin du Moyen-Âge, les souverains français vont choisir de retourner le stigmate, comme on dirait aujourd'hui, et ce renversement va puiser dans l'image positive du coq chrétien, mais également dans la croyance ancienne déjà rapportée par Pline, que le lion n'a peur d'aucun animal à part le coq blanc. Dès lors, le coq français sera d'une blancheur immaculée, aux prises avec ses ennemis du bestiaire héraldique. L'oiseau, par sa polysémie même, va survivre à tous les changements politiques. À la Révolution, il se transforme en coq rural, que l'on oppose volontiers aux fleurs de lys, et c'est donc cette figure du coq populaire qui prend le dessus. Il devient le symbole du peuple en armes et de l'État vigilant. Pour les hommes de l'an 2, explique Pastoureau, il est l'oiseau qui veille sur le salut de la République. Coq patriotique, il reste pleinement gaulois. Les Gaulois sont en effet alors considérés comme des ancêtres du peuple, réduits à la servitude par les Francs, des envahisseurs, qui sont considérés quant à eux comme les ancêtres des nobles. À la fin du XIXe, pourtant marqué par une forte opposition entre cléricaux et anticléricaux, le coq fait encore l'unanimité. Je cite, « C'est que le coq du clocher semble davantage perçu comme le coq de village que comme celui de la paroisse. C'est toujours un coq rural, un coq de terroir, et chacun finalement y voit ce qui lui convient. » Il subira cependant au XXe siècle le même déclin que celui de la France rurale et n'accédera jamais au statut officiel d'emblème de la France, sauf sur les terrains de sport. Et il est aussi possible, comme Pastoureau en fait l'hypothèse, qu'il ait fini par pâtir de ce double statut de coq chrétien et de coq national sur lequel l'Église, après la Première Guerre mondiale, s'est plu à entretenir la confusion, ce qui ne pouvait que déclarer... Ah oui, pardon. Excusez-moi. Merci. Donc, ce qui ne pouvait que déplaire... Vous m'entendez mieux, là? C'est parfait. Bon. Ce qui ne pouvait que déplaire aux partisans de plus en plus nombreux de la laïcité. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette histoire quand on se penche sur le coq de Notre-Dame? Celui-ci semble bien avoir été un coq chrétien sans histoire. Encore qu'il semble bien qu'on l'ait soupçonné au tout début du XXe siècle d'avoir été quelque peu laïcisé par Viollet-le-Duc. En effet, l'essai d'archéologie et de symbolisme du coq de clocher, publié en 1903 par l'abbé Eugène Martin dans les mémoires de l'Académie de Stanislas de Nancy, sans doute agacé par les positions républicaines de l'architecte, nous offre une bien curieuse anecdote. Je le cite. En général, ce coq était de cuivre,
métal qui a le double avantage de ne point s'oxyder profondément et de pouvoir s'employer à une faible épaisseur. Parfois, dans ses flancs, on insérait des reliques destinées à attirer la protection des saints contre les menaces de l'atmosphère et un parchemin relatant soigneusement la date de son érection et celle des réparations qu'il avait subies durant le cours des âges. Viollet-le-Duc, m'a-t-on assuré, en restaurateur scrupulé qu'il était ou se prétendait être, mit des pièces de monnaie ou des médailles dans le coq dont il surmonta la flèche centrale de Notre-Dame de Paris. Malheureusement, le coq était lourd, le vent l'emporta et le précipita dans la Seine, et les médailles y sont avec lui, si elles ne sont point passées toutefois dans les casiers de quelques numismates. L'histoire est totalement fausse et sans doute révélatrice des tensions de l'époque entre l'Église et l'État, car, comme l'indiquent tous les documents d'archives, le coq, réalisé tout comme les statues des apôtres par Adolphe et Victor Geoffroy de Chaume, sculpteurs de Viollet-le-Duc, contenait bel et bien des reliques, ainsi que le procès-verbal de leur installation. Le journal des travaux relate sa mise en place, 29 juin. Aujourd'hui, 29 juin à 3 heures, le coq, contenant les reliques et le procès-verbal, a été mis en place par M. Antoine Durand, vraisemblablement le plombier chargé de la couverture avec lequel travaillait Viollet-le-Duc, à la pointe extrême de la croix, en présence de M. Viollet-le-Duc, architecte en chef de la cathédrale, et des inspecteurs faisant partie de l'agence des travaux. Les archives du diocèse, le volume 8 des registres capitulaires, indiquent qu'une boîte ronde en fer doré avait été préparée pour y enfermer les reliques. Chacune de ces reliques est enveloppée dans un papier scellé aux armes de son éminence, et le tout est enveloppé dans un parchemin également scellé qui porte le procès-verbal. Celui-ci, datant du 11 juin 1859, date de la bénédiction de la croix, est rédigé en latin. Il implore tout d'abord de la foudre, je traduis, de la foudre et de la tempête et de tous les maux, libère-nous Seigneur. Il précise ensuite le contenu du reliquaire, des fragments des reliques sacrées du bois de la vraie croix et des épines de la Sainte Couronne, ainsi que des reliques de Saint-Denis, premier évêque parisien et martyr, et Sainte-Geneviève, vierge et patronne de la cité. À Notre-Dame, le coq ainsi posé culmine à 96 mètres de hauteur et restera en place jusqu'aux premiers travaux de restauration en 1935, 76 ans plus tard. Un article rédigé par l'architecte de Notre-Dame, Émile Brunet, dans les monuments historiques de la France, explique alors: depuis plusieurs années, des désordres s'étaient manifestés au sommet de la flèche, surmontant la croisée du transept de la cathédrale de Paris. Une partie de l'embase en plomb de la croix s'était détachée, occasionnant dans sa chute certains dommages. Le coq, surmontant cette croix, avait perdu ses ailes et les coquilles le constituant, étant dessoudées, pouvaient tomber inopinément. Par ailleurs, la plomberie contenant certaines pièces de charpente se trouvait sérieusement attaquée par le tanin du chêne et l'un des ornements des statues en cuivre martelé surmontant les souches avait été retrouvé dans l'un des chéneaux du comble du monument. Il rajoute: une amélioration fut apportée à la réfection partielle du coq en cuivre. Les coquilles qui en constituaient la partie centrale n'étaient que juxtaposées et soudées. Cette disposition, le temps aidant, en facilita la disjonction. De là la perte du parchemin renfermé en 1860 dans ces coquilles, avec 2 fragments de reliques. On remplaça donc les reliques réduites en poussière, on rédigea un nouveau procès-verbal en français cette fois, et ne mentionnant plus que 3 reliques, il n'y est plus question du fragment de la vraie croix, peut-être faisait-il partie des reliques transformées en poussière, et le coq restauré retrouva sa place en haut de la flèche jusqu'à l'incendie du 15 avril 2019, où on le crut fondu dans le brasier. Un incident somme toute assez fréquent pour ce type de reliquaire, dont les archives ecclésiastiques relatent fréquemment la perte, le plus souvent parce qu'ils étaient frappés par la foudre. Retrouvé, on l'a vu avec ces reliques, le destin du coq était encore loin d'être résolu. Après un séjour dans l'atelier de restauration, qui s'occupait des statues des apôtres, on conclut qu'il était techniquement réparable, mais un consensus sembla rapidement se mettre en place pour le conserver tel quel. Rescapé des flammes, il portait non seulement les stigmates de la catastrophe, mais il était aussi un signe de la résilience de la cathédrale. Ce coq miraculé, qu'on l'entende au sens propre ou au sens métaphorique, mettait une fois de plus tout le monde d'accord, commémorant tout à la fois le désastre et sa renaissance. Exposé une première fois au ministère de la Culture en septembre 2019, à l'occasion des Journées du patrimoine et de l'exposition Revoir Notre-Dame organisée pour l'occasion, le coq devait ensuite rejoindre la Cité de l'Architecture. Sa destination définitive n'est pas encore certaine.
Il pourrait trouver place, c'est le plus probable, au sein du futur musée de l'œuvre actuellement en projet, mais aussi dans le trésor de la cathédrale, dont la présentation est actuellement en cours de refonte complète. Relique patrimoniale ou relique à vocation religieuse, le choix qui sera effectué nous éclairera sur les changements de statut de cet objet singulier. Restait donc à déterminer quel nouveau coq allait prendre place en haut de la flèche. Dans son garage, en Dordogne, Lino Carniato, un retraité, ancien artisan ornemaniste, qui avait entrepris de refaire quasi à l'identique le coq en cuivre doré. Il le proposa sans succès au ministère de la Culture, au général Georgelin et à Philippe Villeneuve. Aucun ne lui aurait répondu. En janvier 2022, au moment où les médias relatent son histoire, le coq a trouvé place entre 4 cordons de velours rouge dans le hall du pôle interconsulaire accueilli par la Chambre des métiers de la Dordogne. L'enquête que nous allons poursuivre nous dira s'il y est toujours et nous éclairera, on l'espère, sur les motivations de son créateur et sur ses mésaventures dans sa tentative de faire mettre son coq au sommet de la flèche. C'est finalement le coq dessiné par Philippe Villeneuve, dont il avait offert la maquette à Emmanuel Macron en avril 2022 à l'occasion du passage présidentiel sur le chantier, qui a pris place au-dessus de la croix. Réalisé par un artiste meusien, Henri-Patrick Stein, nous en découvrons le prototype en juillet 2023 à Briey, dans l'atelier de couverture et plomberie des frères Lebras. C'est une version plus petite, 90 cm pour 25 kg, offrant moins de prise au vent, qui sera finalement posée, comme vous l'avez vu dans le montage de tout à l'heure. Doté d'ailes de feu, c'est un coq phénix qui, explique Philippe Villeneuve, rappelle qu'une cathédrale peut renaître de ses cendres. Selon Philippe Jost, qui a succédé au général Georgelin à la tête de l'établissement public chargé de la restauration, elle est aussi l'œuvre qui vient parachever cette flèche du XXIe siècle et en souligner discrètement la modernité. De ce point de vue, le coq est le geste architectural, la signature et peut-être aussi en partie la revanche d'un architecte qui a toujours revendiqué de se tenir dans l'ombre de Viollet-le-Duc. Les significations qui entourent ce coq ne sont donc plus aujourd'hui strictement religieuses, elles ont gagné en épaisseur et en complexité. En témoignent d'ailleurs, vous l'avez vu, les 2 logements pratiqués dans les entrailles de l'animal, l'une pour le rouleau de plomb scellé contenant les reliques et les documents qui les accompagnent, conformément à l'usage religieux, l'autre pour la longue liste, plus de 2000 noms, paraît-il, de ceux qui ont directement ou indirectement œuvré pour la restauration de Notre-Dame. Le coq de Notre-Dame a donc définitivement changé de statut, ou plutôt il en cumule plusieurs. Mi-reliquaire, mi-capsule temporelle, il brouille une fois de plus les frontières entre plusieurs formes de sacralité, sauf que cette fois-ci, à la figure du coq chrétien, vient se juxtaposer celle d'un coq patrimonial qui réunit sous son aile et sous l'égide de la nation le culte et la culture. C'est encore cette partition et cette complémentarité entre cultuel et culturel qui est au cœur du travail de Marie Balthazar sur les orgues de Notre-Dame. Et là, je vais à nouveau laisser la parole à Sylvie pour nous présenter le travail de Marie. Allez, on fait pivoter le micro. Alors, l'analyse de Marie s'adosse au travail de l'historien Christophe d'Alessandro. Celui-ci a mis en évidence une géographie sonore de Notre-Dame organisée autour de 2 pôles, la tribune du grand orgue au revers du portail ouest et le chœur avec son orgue, accompagnateur du chant. Cette bipolarisation, qui résulte du déplacement au cours du Moyen-Âge de l'orgue, initialement dans le chœur, vers la tribune, a longtemps séparé les fonctions de l'orgue et celles du chœur, jusqu'au XIXe siècle, époque qui voit l'importance structurelle de l'orgue de chœur réapparaître à l'occasion des grandes campagnes de restauration, tant architecturales que religieuses. Sur la fin des années 1830, le chapitre se dote d'un orgue pour accompagner le chant. Dans le chœur, Viollet-le-Duc scelle la présence de ce second instrument, dont il dessine le buffet, l'intégrant au stal de l'enceinte sacrée, de sorte qu'aujourd'hui, la cathédrale Notre-Dame possède 2 orgues, tous 2 en usage jusqu'à l'incendie. Un grand orgue de tribune et un orgue de chœur. Alors, tu feras passer les diapos à mesure. Certes, les
Oui, certes, les fonctions remplies par là t'es en avance. Les fonctions remplies par ces instruments ont évolué depuis l'époque médiévale, mais elles s'inscrivent bien dans la logique bipolaire qui y prend son origine. L'orgue de chœur est fondamentalement associé à la maîtrise de la cathédrale. C'est l'instrument quotidien de la liturgie. Monseigneur Ribado Dumas explique devant la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture combien, je cite, le service rendu par cet orgue est immense. Plus de 1200 offices par an, soit 2 heures par jour la semaine et 7 heures le dimanche, ainsi que les jours de fête auxquels il convient d'ajouter plus d'une quarantaine de concerts par an, en fidèle accompagnant des chœurs de la maîtrise, sans oublier les répétitions associées. Le grand orgue de tribune, quant à lui, a surtout une fonction soliste dans la liturgie, intervenant à certains moments clés au sein de l'office et accompagnant notamment les processions à l'entrée, à la sortie des célébrants, introduisant et refermant le rituel, juste avant les cloches, qui ont elles aussi leur rôle dans cette géographie sonore. Le grand orgue est associé aux événements qui revêtent un caractère solennel, les offices dominicaux, les fêtes liturgiques, les commémorations nationales. Il a bien conservé, depuis l'époque médiévale, cette fonction médiatrice entre ciel et terre, pouvoir spirituel et temporel, l'intérieur et l'extérieur, ce qui s'exprime tout particulièrement par sa fonction concertante, comme par son statut patrimonial. Le grand orgue est en effet un instrument internationalement connu, mythique pour les organistes et les amateurs d'orgue. C'est un des plus grands orgues du monde, avec près de 8000 tuyaux, plus de 100 jeux, 5 claviers pédaliers. Il est associé au nom de facteurs d'orgue fameux qui ont laissé leur empreinte sur l'instrument au fil des restaurations. C'est une sorte de résumé de l'orgue français qui a toujours été confié aux meilleurs facteurs d'orgue. Il est classé au titre des monuments historiques depuis 1905 pour son buffet du XVIIIe, 1982 pour sa partie instrumentale et 91 pour la console de Cavaillé-Coll. Il est aussi associé au nom d'organistes prestigieux comme celui de Pierre Cochereau qui, en 68, a ouvert la tribune aux interprètes du monde entier en organisant les auditions d'orgue du dimanche, initiant une tradition concertante le distinguant nota plus du pôle religieux. Depuis, l'instrument a été remanié à l'occasion de diverses restaurations, sa console complètement refaite, intégrant l'électronique nécessaire aux exigences contemporaines d'interprétation du répertoire concertant. Ces deux modes d'existence, d'un côté un orgue culturel et patrimonial principalement, de l'autre un orgue religieux, ces deux modes ont été clairement perceptibles dans le traitement médiatique des instruments au lendemain de l'incendie, de même que dans leur prise en charge par le chantier de restauration. Le grand orgue a fait la une des médias, sauvé des flammes, miraculé. On a pu dire qu'il incarnait l'âme de Notre-Dame, tandis qu'on n'a pas, ou si peu, entendu parler de l'orgue de chœur. Tu peux passer à la 2. Si l'orgue de chœur a été bien plus endommagé par l'eau déversée pour éteindre les flammes et protéger les stalles, son sort n'a suscité aucune émotion de la part du grand public. Sur le stand des facteurs d'orgue du village des métiers du chantier de Notre-Dame lors des journées du patrimoine en 2021, la foule se pressait pour prendre des nouvelles du grand orgue, quand la restauration nécessaire de l'orgue de chœur n'a, à la connaissance de Marie, suscité aucune question. C'est la diapo 3, tu y es déjà. Le statut patrimonial, comme la dimension culturelle et solennelle du grand orgue, a été également souligné par son intégration au calendrier du chantier de restauration de la cathédrale, afin que l'instrument soit nettoyé, remonté, harmonisé pour la cérémonie d'ouverture. Le général Georges Lain s'est exprimé à plusieurs reprises sur sa présence nécessaire à cette célébration. La restauration de l'orgue de chœur, en revanche, n'a pas été une priorité, sauf pour le diocèse, qui a rapidement commencé à réfléchir à un projet adapté à ses besoins liturgiques. Mais peut-être plus significatif encore, et qui explique en partie que l'orgue de chœur n'ait pas été traité comme une priorité par l'établissement public, c'est le flou autour de sa situation domaniale. Les modes d'existence des deux orgues sont en effet si bien ancrés dans la pratique
que malgré des dispositions juridiques assez claires, on ne savait pas, au lendemain de l'incendie, qui était le propriétaire de l'orgue de chœur. Aussi a-t-on dû attendre 2021 pour que la situation soit clarifiée et découvrir que, conformément aux dispositions des lois de séparation des églises et de l'État, l'orgue de chœur appartient comme le grand orgue à l'État, bien qu'il soit, comme le grand orgue, affecté au culte. Autrement dit, le remplacement, la restauration et les travaux d'entretien de l'orgue de chœur sont assimilés à des travaux de grosse réparation incombant à l'État propriétaire, tandis que son entretien courant relève du clergé affectataire. Jusqu'à la dernière reconstruction, en 69, le diocèse seul s'occupait de l'instrument, décidant et finançant ses restaurations comme ses reconstructions, d'où le flou. De fait, ces deux modes d'existence ont joué sur la manière d'envisager les restaurations des deux instruments. Concernant le grand orgue, on aurait pu imaginer, au lendemain de l'incendie, que son démontage relance les débats sur l'intégration du positif de dos du buffet du XVIIIe siècle, actuellement déposé, souhaité par l'ancien titulaire de l'instrument, Pierre Cochereau. Face à l'urgence, il n'en a pas été question. Situé du côté de la sacralité patrimoniale associée au monument, le destin du grand orgue de tribune suit celui de la cathédrale, restauration à l'identique de l'état antérieur à l'incendie, avec quelques ajustements pour mieux le mettre en valeur. Tu peux passer au diapo. Ainsi, le buffet a-t-il été intégralement restauré, de sorte qu'on devrait le retrouver plus beau qu'il n'a jamais été, les moulures faites en papier mâché, imitation bois, étant passées par la menuiserie. Le grand orgue sera intégré au parcours touristique quand il n'était réservé qu'aux musiciens et aux VIP avant l'incendie. C'est bien l'instrument patrimonial. Et pour ce qui est de l'orgue de chœur, les choses sont un petit peu plus complexes. Ce n'est qu'à partir du mois de juillet 2021, après que la propriété de l'orgue de chœur a été clairement définie, que l'établissement public commissionne un comité artistique et scientifique chargé d'élaborer un projet de restauration avec le diocèse. Il demande une étude acoustique pour confirmer la nécessité de l'extension demandée par le diocèse et en définir l'emplacement idéal. Yves Castagnier, le titulaire de l'orgue de chœur, expliquait au mois de mai 2021 qu'avant l'incendie, l'instrument peinait à remplir sa mission. Voilà ce qu'il dit. Au début des années 2000, les offices quotidiens n'ont plus lieu dans le chœur, mais dans la nef. Quand les liturgies avaient lieu dans le chœur, c'était pour quelques dizaines de personnes. Il y avait un filtrage pour y accéder, il fallait montrer patte blanche. C'était un parcours du combattant. Alors que maintenant, depuis le début des années 2000, tout ça a lieu dans la grande nef. Et du coup, à ces cérémonies-là, le soir, on peut avoir 200 personnes, contre une vingtaine quand elles étaient dans le chœur. Or, l'orgue de chœur, il n'était pas conçu pour ça au départ. Donc, il est légèrement insuffisant pour être entendu et remplir son rôle. Il est toujours parfait pour accompagner la maîtrise, puisqu'elle, quand elle chante, c'est toujours dans l'espace du chœur. Pour ça, l'orgue de chœur est parfait, mais pour le ressenti des fidèles quand je les accompagne dans la nef, c'est légèrement insuffisant. Donc, depuis le début des années 2000, depuis 20 ans, l'orgue est légèrement sonorisé. Pareil pour les chanteurs. Là, on sait qu'on ne pourra pas y couper. Par contre, pour l'orgue de chœur, ce que je voudrais, c'est qu'on réussisse à restituer l'orgue dans son jus, à retrouver l'image sonore de l'instrument, mais en lui adjoignant quand même une extension qui lui permette de mieux remplir le volume sonore, qu'il soit mieux perçu dans la nef. Ce que confirme l'étude acoustique commandée par le comité artistique et scientifique au groupe de travail du chantier scientifique Notre-Dame de Paris, au groupe de travail acoustique. Le transept agit comme une barrière au volume et à l'intelligibilité. Les activités du chœur n'étaient pas destinées à l'origine à être clairement perçues depuis la nef. La sonorisation, comme l'extension de l'orgue, répond à l'évolution de la liturgie, qui déjà depuis les années 60, avec le Concile Vatican II, invite les fidèles à participer activement aux célébrations. Le projet d'extension, porté par le comité artistique et validé par la CST, est donc présenté devant le CNPA le 13 octobre 2022. Bien que le projet entende préserver l'image sonore de l'orgue boisseau, l'extension proposée en modifie l'image visuelle.
La simulation présentée devant la CNPA a en effet soulevé des questions et quelques crispations, notamment du côté de l'inspection du patrimoine qui a exprimé son désaccord. Ces tensions sont révélatrices, entre autres, de conceptions différentes du monument et de ce qui doit être restitué. Le projet rompt avec le principe d'une restauration à l'identique, puisqu'il modifie l'apparence visuelle de l'intérieur de la cathédrale. Pourtant, il est porté, ce projet, par les divers acteurs engagés depuis des années sur le chantier. Le diocèse qui a porté le projet, représenté par Monseigneur Ribado Dumas, recteur archiprêtre de la cathédrale, l'établissement public, représenté par le général Georges Lain, la maîtrise d'œuvre représentée par Philippe Villeneuve et Christian Lutz, technicien conseil qui s'occupe des 2 orgues de la cathédrale, ou encore Marie-Hélène Didier pour la DRAC. Tous s'accordent sur la nécessité de l'extension, le consensus s'organisant autour de la notion de patrimoine culturel immatériel. Le général Georges Lain évoque ainsi un patrimoine vivant, de même que Monseigneur Ribado Dumas, qui rappelle que l'orgue de chœur a un rôle prépondérant pour la maîtrise de Notre-Dame, gardienne d'un patrimoine vivant, et il ajoute que la musique fait partie du patrimoine immatériel de la cathédrale. Et Marie-Hélène Didier dit à peu près la même chose. Elle rappelle que la musique fait partie de l'histoire de Notre-Dame depuis sa construction et est partie intégrante de son patrimoine. Elle explique que le projet d'un instrument déporté permettra de perpétuer cette excellence et de l'inscrire dans le XXIe siècle. En mettant tout le monde d'accord, la notion de patrimoine vivant opère un consensus et permet, ce faisant, de concilier les 2 formes de sacralité qui coexistent à Notre-Dame, sacralité religieuse et sacralité patrimoniale, ou quand le PCI, le patrimoine culturel immatériel, fait des miracles. Voilà. Alors, on a fini. Voilà, on est arrivé au bout de notre parcours. J'espère que ça a éclairé un petit peu la façon dont on travaille et les objets sur lesquels on travaille. Donc, voilà, on est à votre disposition pour des questions. Véronique Dacier, elle était en ligne, ouais, elle est pas en ligne. Elle n'est pas en ligne. Voilà. Bon, bah alors donc, parce qu'elle devait essayer de nous rejoindre pour pouvoir répondre éventuellement à vos questions si vous en avez. Donc, bah voilà, on va essayer de faire l'affaire Sylvie et moi. Bah, merci à toutes les deux pour cette présentation, d'avoir retracé ces 5 années de chantier d'une façon un petit peu différente, en insistant sur l'immatériel plutôt que sur le matériel, et d'avoir, enfin voilà, moi j'ai toujours été marqué par l'ampleur des réactions de Notre-Dame, mais à vous réentendre, enfin sur Notre-Dame et cet incendie, à vous entendre aujourd'hui, j'en mesure peut-être encore mieux l'ampleur, et voilà, de voir la diversité de ces manifestations qui mêlent religion, patrimoine, des dons, des bénédictions, du rapport aux vestiges qui s'exprime du simple citoyen jusqu'au cas du général qui est relativement emblématique. Et donc de montrer, j'ai trouvé amusant les propos de l'archevêque qui dit que la cathédrale est faite pour les catholiques, mais aussi l'ensemble des Parisiens. Je le trouve un petit peu réducteur, parce que je pense qu'on peut aller voir bien au-delà de ça, et que votre communication le montre assez amplement. Voilà, donc je vais pas monopoliser la parole, je vais vous céder la parole à la salle pour les questions, et je remercie Sylvie d'avoir fait juste une petite annonce en parlant du GTA, du groupe de travail acoustique, de faire la transition vers le cycle de l'an prochain, car le cycle de conférences se poursuivra l'an prochain, et nous aurons des communications du groupe de travail acoustique. Je vous donnerai la date tout à l'heure. Mais je vous cède la parole si vous avez des questions. Claudie et Sylvie sont là pour vous répondre. Je pense qu'on entend correctement dans la salle, sinon je vous transmettrai un micro. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions, c'était vraiment très intéressant. J'avais une question pour Sylvie Sagne, parce qu'à la fin de la présentation de ce qui a été recueilli, enfin des témoignages qui ont été recueillis, vous avez conclu sur le fait qu'il y avait une sorte d'individualisation du rapport au patrimoine, ce que j'aurais interprété un peu naïvement comme le fait qu'on a donné des formulaires aux gens et comme ils sont habitués à donner leur avis, comme en sortant d'un magasin, ils ont répondu quelque chose de très individuel. Mais je pense que vous avez
quand même raison sur le fait que la société est peut-être plus individualiste qu'avant. J'avais une question sur les sources qui nous permettent de déduire que par le passé, la conception qu'avaient les gens du patrimoine était plus unitaire et plus groupée qu'aujourd'hui. Alors, en fait, c'est un petit peu compliqué de répondre parce que vous répondre en détail nous obligerait à dérouler en quelque sorte 20 ans d'anthropologie du patrimoine menée par Daniel Fabre et la façon dont il interprétait le passage d'un âge du monument à un âge du patrimoine. L'âge du monument, pour dire les choses un petit peu globalement, c'est le monument national. C'est-à-dire que le monument, c'est une propriété collective. En fait, on passe d'une propriété privée qui était celle des nobles à la propriété du peuple. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. Donc le patrimoine, le monument historique, comme on appelait à l'époque, puisque le terme de patrimoine est beaucoup plus récent, le monument historique devenait la propriété collective du peuple. C'est bien pour ça qu'on a voulu lutter contre le vandalisme, parce que il fallait pas que le peuple détruise ses propres propriétés. Donc c'était une propriété, le patrimoine, les monuments historiques appartenaient à tous. Voilà. Et ce que montre Daniel Fabre à partir des années 80, c'est une façon... Peut-être qu'on peut rajouter à ça oui. que du coup le monument soutient le socle d'un récit d'une histoire nationale. Oui. De l'histoire, en tout cas pour la France, d'une histoire de oui. France que véhiculaient les manuels scolaires, hein, en particulier. Et donc il a montré dans plusieurs de ses ouvrages, hein, parce que c'est quelque chose sur lequel il est régulièrement revenu, il a montré comment à partir des années 1980, avec la montée en puissance aussi d'autres formes de patrimoine plus proches de nous dans le temps, le fait que d'une certaine façon le patrimoine devienne moins historique et plus culturel, c'est-à-dire se mettre à englober des métiers, des savoir-faire, des choses qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine culturel immatériel, hein, depuis 2003, eh bien, cette espèce de tendance du patrimoine à se rapprocher de plus en plus des gens a fini par faire en sorte que les gens ont commencé à vouloir se patrimonialiser eux-mêmes. C'est-à-dire il y a eu tout un tas d'associations qui se sont montées dans les années 70 et 80. Pierre Nora d'ailleurs l'avait souligné, hein, il avait appelé ça la ruée vers le patrimoine, parce que tout le monde voulait, le mineur voulait monter son musée de la mine, enfin voilà, il y avait le musée du sabotier, le musée, tout artisan voulait, et d'une certaine façon, ce qui s'exprimait là, c'était le sentiment de la perte d'une culture, de la perte d'une communauté, de la perte de son propre passé. Hein. Il ne faut pas oublier que dans ces années-là, c'est vraiment les années de rupture, hein, entre une France qui était encore restée une France relativement rurale. Hein. Ces années-là, 70-80, c'est le moment où, avec les 30 Glorieuses, on va bazarder les armoires en chêne pour acheter des cuisines en formica. Enfin bon, voilà, on reviendra un peu en arrière après, mais c'est vraiment un moment où la modernité s'impose et où du coup ce besoin de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, de garder quand même trace du passé, va se mettre en place. Et du coup, Daniel Fabre avait tendance à résumer ça sous une expression que citait Sylvie, c'est-à-dire on est passé du patrimoine, c'est à nous, c'est-à-dire c'est la propriété collective du peuple, au patrimoine c'est nous, c'est-à-dire chacun est conscient finalement de représenter un monde un peu perdu. Voilà, le dernier mineur, le dernier sidérurgiste, le dernier, et où finalement le récit patrimonial devient de plus en plus un récit à la première personne. Et le patrimoine culturel immatériel, c'est un peu ça qu'à partir de 2003, il va officialiser en quelque sorte, hein, puisque le patrimoine culturel immatériel, ça peut être une personne, un détenteur de savoir. Ça peut être un groupe, ça peut être une communauté, mais ça peut être une seule personne. Hein, l'équivalent d'un maître d'art, l'équivalent. Voilà. Donc c'est ça qu'on essayait, parce que c'est toujours un peu long à expliquer, mais c'est ça qu'on voulait signifier. Et puis pour compléter ta réponse et continuer aussi sur
cède le pas à l'expérience du passé. On fait plus, c'est plus tant le récit du passé qui a le vent en poupe que l'expérience du passé, quel que soit ce passé d'ailleurs. Pas seulement le passé immédiat du mineur ou du paysan, c'est aussi le passé médiéval, antique, médiéval. On organisait des repas médiévaux. Voilà, on s'habille comme au Moyen-Âge. Oui, c'est le passé et le lieu d'une expérience. Voilà. C'est-à-dire que finalement, le patrimoine est moins un lieu de savoir, comme il pouvait être dans les pédagogies nationales, qu'effectivement l'objet d'une expérience. Et Daniel avait une petite phrase où il disait maintenant, le patrimoine, on le mange, on le parcourt, on s'habille avec, voilà. Et en fait, maintenant, on organise des séances où on apprend aux enfants à faire du feu, à tailler une pierre, voilà. Donc cette dimension expérientielle est devenue fondamentale et elle ramène là aussi à la question de l'individu et du soi, puisque c'est une expérience pour soi. Voilà. Je sais pas, enfin, on a répondu, je pense. C'était un très bon résumé, une très bonne synthèse de la question. Mais ce que je questionnais profondément, c'est est-ce que si on avait fait ce type d'études il y a 80 ans, disons, les gens auraient répondu, évidemment c'est fictif puisque ça s'est développé par la suite, mais est-ce que les gens auraient répondu des choses moins individuelles réellement, ou est-ce qu'il y a un décalage entre ce qui était enseigné dans les manuels scolaires et la façon dont les gens considéraient vraiment? Peut-être que les gens déjà avaient un rapport très personnel à Notre-Dame et auraient fourni un témoignage en rapport avec leurs grands-parents même à l'époque. Alors, je pense qu'on ne peut pas le savoir, mais je pense que vous avez raison sur un point, c'est que déjà la dimension expérientielle, elle était présente par exemple dans les récits de voyage. C'est-à-dire que quand, je ne sais pas moi, un écrivain raconte le grand tour qu'il fait, où il passe par l'Italie, etc., quand il va visiter Pompéi ou quand il va visiter Herculanum, eh bien effectivement, c'est quand même un voyage dans le temps qu'il fait. C'est-à-dire que cette dimension expérientielle, elle était déjà présente. La seule chose, c'est que c'était un embrayeur. C'est-à-dire, si on reprend les textes de Michelet, qui, sur le plan de la sensibilité au patrimoine, est quand même ce qu'on peut lire de mieux et la source la plus intéressante, me semble-t-il. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé de plus intéressante. Il explique qu'en fait, l'étincelle de l'histoire lui est venue dans les galeries du Musée des Monuments Français. Le Musée des Monuments Français, c'est un musée, enfin, c'était un dépôt au départ au Saint-Augustin, au cloître des Saint-Augustin, où on avait mis pêle-mêle tout ce qui était sauvé du vandalisme révolutionnaire. Donc on récupérait des trucs à droite à gauche dans les églises, etc., pour que ce soit pas pillé, et on le mettait là. On a des textes fantastiques qui décrivent cette espèce de lieu un peu magique, où d'un seul coup, l'Antiquité romaine, les siècles classiques, etc., tout ça se mélangeait dans une espèce d'esthétique un peu bizarre et en tout cas très, très créative et qui parlait à l'imagination. Le Noir va décider d'en faire un musée, c'est-à-dire il va en faire un objet pédagogique en quelque sorte. Il va se dire non, on ne peut pas laisser tout ça en désordre, donc il va faire des parcours, il va faire des salles avec des âges particuliers, etc. Et il va l'ouvrir en particulier aux étudiants pour qu'ils viennent en quelque sorte se servir de modèle et s'imprégner en quelque sorte de l'histoire de l'art, hein. C'est l'ancêtre des études en histoire de l'art, pour qu'ils viennent s'imprégner en quelque sorte de ce parcours artistique des siècles et mieux étudier. Et Michelet, qui va visiter ce musée-là et qui y allait souvent, explique qu'en fait, c'est là qu'il a, dans cette espèce de familiarité avec les morts, puisque lui, c'était surtout les tombeaux qui lui parlaient, c'est là qu'il a pris conscience que la France était vivante. Mais, explique-t-il aussi, c'est ça qui va donner l'étincelle de l'histoire, c'est-à-dire que c'est un embrayeur de savoir, c'est-à-dire que ce n'était pas une fin en soi, l'expérience, c'était quelque chose qui permettait de déclencher le désir de savoir. Il a une vocation d'historien et d'écrivain. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que l'expérience patrimoniale, telle qu'elle est proposée dans le cadre des médiations, c'est pour ça que Sylvie en parle, parce que c'est quelque chose qu'elle rencontre en permanence dans les médiations qui sont proposées, bien, on a l'impression qu'on l'utilise presque comme une fin en soi, et
et beaucoup moins comme voilà, une façon d'embrayer vers un savoir qui trace un récit national, ou tout au moins un récit commun, ou tout au moins un horizon commun à l'humanité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou éventuellement en ligne? Bon, merci à toutes les deux. Eh ben, merci beaucoup à vous. Et puis, ouais. Puis c'est toujours... Et c'est un merci très sincère parce que ce genre d'occasion, c'est aussi une façon pour nous d'explorer des nouveaux territoires. Donc, par exemple, le coq, on y a travaillé un peu plus. Sylvie a travaillé sur... voilà. Donc, les conférences, c'est un moment aussi qui nous oblige à creuser un peu notre recherche et c'est toujours précieux. Merci beaucoup. Ah, merci. Donc, juste pour clore, c'était pour vous rappeler, pour vous annoncer que le cycle se poursuivait l'année prochaine. Il y aura 4 conférences l'année prochaine. Une en septembre, la première sera le 17 septembre. Ensuite, on en aura une en novembre, une en décembre et une plutôt vers ces dates-là à l'été sur le jubé. Avec les premiers résultats de l'étude du jubé qui sera a priori achevée en tout cas ou en bonne voie à cette période-là. Et donc des communications sur les vitraux, sur l'acoustique et sur le paysage sonore de Notre-Dame, la première communication de Mylène Pardoen sur l'archéologie du paysage sonore et la reconstitution de l'ambiance passée de Notre-Dame. Ce sera le 17 septembre, donc toujours même date. Les mardis à 18h dans cette salle-là, voilà, pour une nouvelle et probablement dernière saison de ces conférences, puisque Notre-Dame réouvre en décembre. Voilà, merci à tous, merci à toutes les deux et bonne fin de soirée.